La maison 8 est une des maisons les plus mystérieuses et complexes, pour ne pas dire la plus mystérieuse et complexe, avec la maison 12. S'il y a une triade de maisons en lien avec le shadow work, c'est bien celle des maisons d'eau, c'est-à-dire les maisons 4, 8 et 12, car c'est dans ces maisons que nous vivons et que nous traitons nos expériences et nos apprentissages émotionnels. Nos 3 maisons d'eau contiennent notre structure émotionnelle de base. Et des 3, la maison 8 est la maison du shadow work par excellence. Les processus de maison 8 nous exhortent de façon très intense à faire le travail que demandent les affaires de la maison 8. Je ne vais pas aborder dans le détail les différents domaines de la maison 8 ici, parce que dans le dossier Les maisons astrales, tu trouves 2 ou 3 leçons, j'en ai fait plusieurs sur cette maison tellement elle est complexe et pas évidente à saisir. Si le sujet t'intéresse, et si tu es en plein processus de maison 8, je pense que le sujet t'intéresse, je t'encourage fortement à investir de ton temps, de ton énergie et de ton jus mental à comprendre ce que représentent les affaires de la maison 8. Pour te résumer ces affaires de manière très rapide, on pourrait dire que la maison 8 évoque tout ce qui nous fait peur et dont nous sommes conscients. Parce qu'il y a une notion d'inconscience reliée aux affaires de la maison 12 que j'aborderai dans une autre leçon, que j'ai déjà abordée d'ailleurs. La maison 12 a aussi 2 ou 3 leçons dans le dossier Les maisons astrales. Et dans la maison 12, on a cette notion d'inconscience, alors que dans la maison 8, il y a de la conscience. On sait qu'on a peur, on sait qu'il y a un conditionnement, on sait qu'il y a une situation traumatisante qui nous effraie, qui nous paralyse, qui nous tétanise. Et souvent, lorsqu'on explore de manière suffisamment qualitative les affaires de cette maison, on trouve aussi dans cette maison les causes à la racine de ce traumatisme, de ce conditionnement. Bon, il n'y a pas que la maison 8, bien sûr, il y a déjà la triade de maisons d'eau à considérer. Mais bon, je ne voudrais pas commencer à approfondir parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Il est juste important que tu saches que la maison 8 ne fonctionne pas toute seule. Et tout ça, je l'ai expliqué également dans les multiples leçons du dossier Les maisons astrales. L'interdépendance, la connexion entre différentes maisons, comment elles se suivent, pourquoi, qui est relié à quoi, voilà, tout ça. Mais donc revenons à cette maison 8 qui nous met face à la perte, la mort, qui est une forme de perte qui nous fait très très peur, à notre psychisme, à notre monde psychologique profond et à toutes les compétences et les vertus qui potentiellement se trouvent dans cette dimension de nous et qu'il faut aller quelque part fouiller ou plonger. Il y a une dimension d'aller profond dans la maison 8, alors que ce soit profond parce que tu plonges dedans, et la métaphore serait très valable puisque on est dans une maison d'eau, mais il y a aussi une métaphore comme de travail archéologique, de fouille archéologique dans la maison 8, qui pour moi est très parlante aussi. Dans la maison 8, on trouve également la notion d'investissement, aussi bien matériel que émotionnel, la notion de dévotion, de dévouement, et l'impact que notre relation à un autre peut avoir sur nous et sur la notion de valeur dans notre vie, aussi bien valeur matérielle à nouveau que valeur émotionnelle. Et donc tout ce qui est en rapport avec les héritages, les dons, mais aussi les impôts, les dettes, les prêts, sont des thématiques de maison 8 pour toutes ces raisons que je suis en train de te partager. Et bon, parce qu'il y a la mort et il y a les pertes, il y a aussi le travail de deuil, le travail thérapeutique que l'on peut faire en allant explorer nos profondeurs psychiques, émotionnelles, dans le but de illuminer ou éclairer et guérir certains traumatismes, des conditionnements, et de dépasser des états émotionnels malsains
qui nous font retomber dans les cycles karmiques de cette maison 8, comme la honte, comme les préjugés du passé, comme la culpabilité, comme la pitié de soi-même. Et parce que dans la maison 8, on retrouve très fort cette notion de mort et de compréhension de la mort et d'acceptation de la mort comme une partie du cycle de la vie, que cette mort soit littérale, c'est-à-dire la mort physique, ou qu'elle soit métaphorique, c'est-à-dire la mort psychologique, il y a une notion importante d'inévitabilité à laquelle on a accès quand on travaille dans les affaires de la maison 8 et qui bien sûr fait partie de notre processus évolutif de comprendre nos limitations à un niveau 3D. Non? Quand nous sommes face à l'inévitabilité de certains événements et que nous nous rendons compte que rien que nous puissions faire peut changer la situation matérielle telle qu'elle est. Et là, c'est par exemple quand on est face à des processus de mort physique de quelqu'un que nous aimons très fort, nous nous sentons complètement démunis à un niveau 3D parce que rien que nous puissions faire va ramener cette personne à la vie. Mais en même temps, l'expérience de l'inévitabilité que l'on fait dans les processus de maison 8 nous donne accès à des dimensions intérieures, invisibles de la 5D qui, elles, nous font prendre conscience de l'immense pouvoir qui gît en nous. Comme j'expliquais dans le petit texte qui fait office d'introduction par écrit à cette leçon, quand je parle de processus de maison 8, en vrai, je parle de ces situations de vie qui viennent nous demander de chercher au plus profond de nous-mêmes pour révéler cette puissante lumière intérieure et pendant que l'on fait ça, déclencher une véritable transmutation de nous-mêmes. Et j'explique dans mon petit texte que je choisis très intentionnellement le terme transmutation, car dans les processus de maison 8, il y a une composante alchimique très importante qui fait que les changements qui s'opèrent dans cette maison vont bien au-delà de la forme. Car en maison 8, il s'agit bien moins de transformer, et quand je dis transformer, je veux dire donner une forme nouvelle ou prendre une autre forme ou un autre aspect, mais plutôt de transmuter, c'est-à-dire changer en autre chose, changer d'une condition à une autre, changer la nature profondément. Et c'est pour ça que je parle de composantes alchimiques importantes dans les processus de maison 8. Tout processus de maison 8 implique directement ou indirectement une perte, une mort, une fin d'un conditionnement, d'une situation, d'une relation, d'une croyance, d'une partie de toi. Et tout processus de maison 8 va nous demander de ralentir et de nous concentrer sur notre monde intérieur, d'accepter de faire contact avec notre fragilité, de prendre soin de nous-mêmes, de notre monde émotionnel et d'apprendre l'art du lâcher-prise. Sur l'importance et la vraie définition du lâcher-prise, j'ai déjà également fait 2 ou 3 leçons, je ne me rappelle plus, mais je laisserai comme d'habitude les liens ci-dessous pour que si tu es intéressé à approfondir, tu puisses le faire. Dans cette société occidentale dans laquelle nous vivons, nous allons toujours trop vite. Pourquoi? Parce que sinon, on a l'impression qu'on est dépassé par le rythme du monde qui nous entoure. Et tout ça nous puise énormément de ressources. Des ressources de temps, d'énergie, de jus mental, de jus émotionnel, de capacité introspective. Des ressources qui sont essentielles et indispensables pour travailler sur nos dimensions invisibles, pour expérimenter et intégrer nos émotions complexes, pour élaborer nos deuils et pour comprendre des aspects profonds et fondamentaux
de la vie. Lorsque nous sommes appelés au rendez-vous par un processus de maison 8, comme je disais tout à l'heure, il est temps de ralentir, il est temps de poser d'importantes limites pour éviter que ces ressources que je viens de citer, si indispensables et importantes pour faire le travail que le processus de maison 8 demande, on puisse les récupérer et les investir, une autre notion clé de la maison 8, correctement dans ce qui vaut vraiment le coup. Le processus de maison 8 est là pour nous rappeler que nous méritons ce temps, que nous méritons de nous concentrer sur notre monde intérieur et qu'il nous faut nous donner tout le temps et tout l'espace sans condition pour voir ces traumatismes qui sont stockés dans ce secteur de notre vie, les comprendre, les traiter et les soigner, parce que c'est pour cela qu'ils se manifestent. Et c'est la raison pour laquelle les périodes de processus de maison 8, c'est celles où nous sommes à fond dans un travail un peu dans le background, en arrière-plan, dans les coulisses, parce que ce qui se passe intérieurement devient absolument prioritaire. Et on peut même ressentir le besoin de rester écarté. Moi, j'appelle ça en abstinence du monde extérieur. Une abstinence absolument salutaire, j'ai envie de dire. Et qui vient permettre d'entamer cette profondeur des processus de maison 8. Une abstinence qui nous permet de nous préserver de l'urgence du monde extérieur, de l'urgence pathétique, j'ai envie de te dire, hein, parce que où veut-on aller si vite? Ça, c'est une question qu'on se pose quand on est en plein dans un processus de maison 8. Et le truc est qu'en conditions normales, quand on n'est pas dans un processus comme ça de profondeur intérieure, etc., on peut être beaucoup moins sensible à cette violence de l'urgence extérieure. Mais quand on est dans un processus d'écoute de soi, de guérison profonde, comme les processus qui se tiennent dans les maisons d'eau, notamment la maison 8, mais aussi la maison 12 et la 4, on peut être en train de vivre cette urgence et dépêche-toi, allez, t'es en retard, t'as pas fait ci, il faut être là, pourquoi tu n'appelles pas, pourquoi tu ne viens pas, avec beaucoup de violence, ce qui n'aide pas du tout au processus de guérison. Et c'est pour cela que je parle d'abstinence salutaire. Il est impossible de concevoir un processus de guérison dans le stress. C'est n'importe qui connaisse par exemple le corps et les différents systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques et les processus qu'ils entament tous les deux et même les courants les plus modernes de santé, de guérison du corps, de la maladie qui considèrent le métabolisme. Tous ces chercheurs viendront te dire qu'il est impossible de réparer le corps quand le système nerveux excité est en cours. Il faut que le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux de restauration et de repos, prenne le dessus pour que la réparation puisse se faire, pour que la guérison, la désintoxication, etc., puisse se tenir. Bon, les processus de maison 8 sont des processus de réparation, de désintoxication. Et tout comme un médecin conscient, je veux dire, un médecin qui pratique une médecine consciente et holistique, intégrative, va dire à une personne qui est gravement malade, écoutez monsieur, madame, il faut absolument que vous vous teniez à l'écart de toute source de stress, parce que vous avez besoin en ce moment de toutes vos ressources corporelles, mentales, émotionnelles pour guérir. Les processus de maison 8 demandent exactement la même chose. Et malheureusement, de très nombreuses personnes ignorent l'appel de cette maison 8 quand des processus se déclenchent. Dans mon expérience au cours de ces 20 dernières années, j'ai observé qu'une grande majorité de personnes fuient ces processus et qu'elles le font
plus par ignorance, par manque d'instruction et de connaissances que pour autre chose. Parce qu'elles pensent que faire le travail qu'implique un processus de maison 8 les rend mal. Elles se disent que non, qu'il faut arrêter de pleurer, qu'il faut être forte, qu'il faut penser à autre chose, qu'il faut se distraire. Et donc, elles choisissent systématiquement de s'ignorer et de se trahir de manière récurrente tout au long du processus. Dans certains cas, il y a même des personnes qui décident de s'embarquer dans des projets importants alors qu'elles sont exhortées à fond par leur processus de maison 8 et elles disent non, pour me changer les idées, je vais avoir un enfant ou non, je suis pas bien parce que je n'ai pas de projet, donc du coup je m'embarque dans la construction d'une maison ou je me lance dans un, je sais pas, projet professionnel, des trucs de fou, des projets super importants qui d'après elles vont les occuper et vont éviter qu'elles réfléchissent. Et donc, elles se déconnectent de ce qu'elles ressentent. C'est une voie très violente de tamponner un besoin de l'âme, parce que quand on est sollicité par un processus de maison 8, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas que, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je me retrouve dans cette situation. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui demande d'être guéri. Et cette guérison demande ce calme, cette introspection, cette attitude contemplative, cette profondeur, etc., etc. Et comme je te dis, de nombreuses personnes, par ignorance, par manque de connaissances, repoussent ce processus. Et donc elles font du forcing, elles se font violence. Et les plus acharnées, et les plus presque, j'ai envie de te dire, fortes, physiquement ou mentalement, vont aller pousser les limites jusqu'au bout et termineront en burn-out. D'autres personnes, moins acharnées, termineront par abandonner les projets et autres distractions, mais pas dans un choix lumineux et conscient de non, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ce n'est pas ce que me demande en ce moment mon monde intérieur. De me embarquer dans un énorme projet. Ce que me demande mon monde intérieur en ce moment, c'est de ralentir, faire du silence, me mettre un tout petit peu en abstinence ou un beaucoup en abstinence, me soigner, m'occuper de moi. Non, ce n'est pas un choix comme ça conscient et lumineux qu'elles font, mais plutôt dans une abdication ou une résignation sacrificielle et fataliste. Des personnes qui disent littéralement, je l'ai entendu de très nombreuses fois dans le cadre de mes consultations, écoute, j'aurais fait de mon mieux, mais je ne suis pas arrivée, j'ai pas été capable, avec le coup à l'estime de soi que de tels propos et de telles idées représentent pour la personne. Et tout ceci est une très mauvaise, très maladroite et très dangereuse gestion des processus de maison 8. Et on revient toujours à la même chose. Je sais que dans cette société occidentale dans laquelle on vit, faut pas être relou, j'ai pas envie de me prendre la tête, allons faire du shopping, allons sur les réseaux sociaux, distraction, consommation, faire la fête, se vider la tête, légèreté, légèreté, légèreté à tout va et à tout prix. Le prix qui peut s'avérer être très cher par la suite, parce qu'ensuite arrivent les maladies, les burn-out, les dépressions et les crises existentielles. Et donc dans cette société qui nous pousse à consommer, à nous distraire, à ne pas aller dans la profondeur, il faut avoir beaucoup de courage pour dire « Ok, bye bye, je m'engouffre dans la grotte de maison 8 et je me présente pour le boulot à faire pour moi. » Et savoir demander de l'aide et savoir se faire accompagner, éviter à tout prix de se faire violence. Et franchement, je sais, je ne suis pas en train de parler de ça à la légère. Je sais que nous sommes tous rythmés par nos contraintes, nos obligations, mais nous donnons beaucoup trop d'importance à tout ce qui est dans l'extérieur et nous terminons par négliger fortement ce qui est à l'intérieur. Et comme je disais tout à l'heure, cela nous revient très cher, très très cher. J'ai un ami qui a été dans une mais vraiment très sale situation de santé dans les derniers mois. Et quand il en a pris conscience, la première chose qu'il a dit, c'est « Dans mon poste, mon boulot, ils ne me reverront plus jamais.
Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il identifiait parfaitement que la situation dans laquelle il se trouvait découlait d'une situation intenable dans son milieu professionnel, qu'il n'avait pas su arrêter au bon moment, toujours par cette pression, par cette urgence de allez, dépêche-toi, etc., comme je disais tout à l'heure. Faut-il en arriver à être dans une situation de vie ou de mort physique pour prendre conscience de ça et prendre les bonnes décisions? Je pense que la question est légitime, même si, bien sûr, tout cheminement fera partie du processus très particulier et personnel de chaque individu. On n'est pas là pour juger, mais on est là aussi dans un cheminement de conscience. Et c'est pour cela que j'estime que la question est légitime. Je ne sais pas ailleurs dans le monde, mais en France, qui est le pays où j'habite, il existe un outil, les arrêts maladie, qui est très bénéfique, justement pour ces salariés qui se disent « Non mais attends, je ne peux pas m'arrêter, mais comment je vais faire pour payer mes factures, etc. alors que je n'en peux plus ?» Bon, sers-toi de ça. Mais là, il y a des personnes qui se font arrêter par le médecin, de genre non, mais vous n'êtes pas du tout bien, il faut que vous preniez du temps pour vous, que vous souffliez, vous êtes à la limite de la rupture psychique. Et ces personnes, même en arrêt, même pas décidées par elles-mêmes, le vivent mal. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et je connais personnellement, j'ai même des clientes qui ont été concernés par une situation comme ça, qui se sont mises en maladie et qui ont tiré des avantages incroyables à cet arrêt maladie et à cette disponibilité de temps et d'énergie pour s'occuper d'elles-mêmes, et elles sont déjà en train de voir les résultats. Et je sais qu'en ce moment, il y a tous les freelanceurs qui disent « Mais et moi, nous, on n'a pas les arrêts maladie ». Oui, mais il ne faut pas hésiter à se mettre soi-même en arrêt maladie, discuter avec soi-même et dire « je me mets en arrêt maladie, ok, je me mets en arrêt maladie et je me octroie ce temps de guérison pour moi-même ». S'il y a un moment pour prendre une décision de ce type-là, c'est bien un processus de maison 8 ou de maison 12, vraiment. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a vécu un ou plusieurs processus de maison 8, transit de maison 8, qu'on a fait un boulot de qualité. Ça, c'est important de le savoir. Bien au contraire. Et c'est là que la recherche astrobiographique dont je parle souvent, c'est-à-dire connaître les transits et aller en arrière dans notre biographie et dire « qu'est-ce que j'étais en train de vivre à cette époque où je passais un sale moment, etc. etc. » nous aide à comprendre ce qu'on vivait à ce moment donné de nos vies, prendre conscience de nos maladresses dans la gestion de tout ça. Et pourquoi faire? Eh bien déjà pour enlever de l'intensité émotionnelle à notre expérience. Parce que les processus de maison 8 mal vécus peuvent être hautement traumatisants. Alors qu'en vrai, leur but principal est d'éclairer notre dimension profonde psychologique, notre résilience, et de nous permettre de guérir, de dépasser nos conditionnements, nos peurs, nos tabous, nos interdits, etc. etc. Par contre, les processus de maison 8 ne sont ni rapides ni faciles. Il faut dire les choses comme elles sont. Et ce n'est pas l'ego avec ses exigences, ses urgences et ses délais qui va commander dans les affaires de maison 8. Aussi, avoir peur en avance n'aide pas du tout à honorer le travail à faire. C'est, comme je disais là tout de suite, un temps pour dépasser des peurs, pour briser des tabous, des interdits, pour surmonter la culpabilité, la honte, avec honneur, avec vérité, avec intégrité et avec amour-propre, en se rappelant tous les jours, toutes les heures, voire toutes les minutes, si nécessaire, que tu es en train de faire ce qui est juste, que ce que tu vis est juste et qu'il est important que tu fasses confiance à ton intelligence, à ton critère, à ton discernement, à ton intuition. Et bien sûr que tout ça, si tu t'accompagnes qualitativement, si tu es en train de vivre ton processus de maison 8 en mode chaos, folie, spirale de désespoir, que tu commences à consommer des substances ou t'impliquer dans des situations dégradantes de type relations sentimentales, etc., etc.,
Nous ne sommes pas là dans une dimension d'intelligence et de discernement ou d'intuition, nous sommes plutôt en train de subir le chaos que peut déclencher tout processus de maison 8. Attention, ok? Aussi, est super important, imprimer dans son mindset que le processus de maison 8, quelle que soit son intensité et ses caractéristiques, n'est pas un châtiment, qu'il ne s'agit pas d'un règlement karmique comme compris de manière très maladroite venant de vie antérieure, que ce n'est pas une punition, où on est en train de dire mais je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, ou j'ai dû faire un truc horrible pour mériter ça. Non, non, ça fait partie des processus d'apprentissage et d'évolution. Et même si les processus de maison 8 peuvent s'apparenter à une traversée de l'enfer, moi je t'encourage à éviter de te laisser happer le mental par la métaphore judéo-chrétienne du paradis et de l'enfer et de mériter l'un ou l'autre si tu as été gentil ou une bonne personne ou méchant ou une mauvaise personne. Ceci est une très mauvaise traduction ou lecture de cette métaphore. Et c'est sûr que faire face à ces démons n'est pas une expérience paisible, ni douce, ni agréable. C'est sûr. Et que dans les processus de maison 8, on est face à nos démons. Mais même en pleine traversée d'un enfer en particulier, il n'y a pas que ça non plus. Même là, il y a des petites parenthèses de paradis à ta disposition. Une conversation avec un être cher, un câlin, une boisson préférée, un morceau de playlist, une promenade dans la nature, un petit instant de rêverie, une méditation. Plus la traversée de cet enfer en particulier est exigeante, plus il est essentiel de savoir créer ces instants de paradis dans son quotidien. Donc, travaille sur toi-même afin de concrétiser tes vertus. Concentre-toi, ne te lâche pas, ne te laisse pas aller, ne pars pas vers d'autres paradigmes, ne tombe pas dans l'illusion de la fausse lumière qui est celle qui explique ton expérience de vie en te mettant dans une position d'infériorité, de fragilité, d'impuissance et de dévalorisation. Non, rien de tout ça. Ces temps-ci, je clôture un contrat de coaching avec une très jeune femme qui a environ 25 ans et que pendant qu'on avançait dans notre contrat de coaching qui n'était pas du tout en lien avec un processus de maison 8 à la base, elle s'est vue entraînée par un processus de maison 8 et ça se voit très très bien, aussi bien dans sa carte solaire que dans sa carte astrale. Elle était dans des processus très importants de maison 8 et elle en a bavé, franchement. À un moment donné, elle a même voulu arrêter. Mais elle a été forte et elle a dépassé son moment. Elle a mis beaucoup d'amour et de lumière, avec beaucoup de patience. Baby step par baby step dans son processus. Et son histoire, ou en tout cas cette histoire à laquelle moi j'ai eu droit parce que j'ai été témoin, a une fin très réjouissante. Mais ça n'a pas été rapide et ça n'a pas été facile. Et seule elle et les personnes très très proches d'elle, dont moi, parce qu'on se voyait tous les mois, savons à quel point ce qu'elle a fait a demandé du courage. De mon côté, j'insistais ces jours-ci, lors de notre clôture de notre contrat coaching, sur le fait qu'elle ne garde pas un mauvais souvenir de tout ça, qu'elle puisse vraiment valoriser comment elle a participé activement pour sortir de ce processus de maison 8 de manière lumineuse et que ce ne soit pas une expérience de j'en ai bavé et puis ça s'est calmé et je n'ai rien compris, qui est quand même, disons que l'apprentissage que gardent en tête beaucoup de personnes qui transitent ces moments de manière inconsciente, sans savoir, dans l'ignorance, comme je disais tout à l'heure. Bon, dans la suite de cette leçon, je vais énoncer ces transits qui sont susceptibles d'éveiller des processus de maison 8 et je vais ensuite, dans une troisième partie, te présenter les grands axes thématiques à considérer lors d'un processus de maison 8, toujours dans le but de te proposer des outils pour que tu puisses t'offrir le plus qualitatif des accompagnements dans ton cheminement évolutif.
La leçon sera rangée dans la section Shadow Work du programme Architecte de ma vie. Je te laisse le lien ci-dessous avec les liens vers toutes les autres leçons pertinentes que j'ai citées dans cette leçon. On se voit là-bas. À tout de suite.